Bonjour et bienvenue dans Percer rêver, le podcast où des artistes, sportifs et autres passionnés se confient sans filtre sur leur parcours et leurs rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Virginie, bienvenue dans le podcast. Bonjour Justine. Tu vois, je suis déjà très bavarde. Oh, c'est parfait, ça nous arrange. Je vais te laisser te présenter donc toi et tes activités professionnelles. Ok, alors je m'appelle Virginie Legrand, j'ai 44 ans et depuis 11 ans, j'ai fondé une entreprise de chef à domicile, donc autour de l'événementiel culinaire et de la gastronomie. Trop bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quand est-ce que la cuisine est rentrée dans ta vie ? Est-ce que ça a toujours été une passion ? Est-ce que tu t'es découverte ? Alors, j'aimais beaucoup manger. J'ai un papa qui m'a initiée en fait au sens de la gastronomie, à l'appétit gastronomique. Mon papa Patrice, bonjour. Et en fait, c'est vrai que je me suis senti le devoir et le besoin de nourrir mon mari à cette époque-là. C'était le papa de ma fille, dont je suis divorcée aujourd'hui. Et donc, à 20 ans. En fait, à 20 ans, je me suis dit, OK, il faut que je tienne un foyer à faire à manger, du maison. Et très vite, j'ai eu le virus de la créativité, en fait, de pousser toujours plus loin les choses. Donc j'en ai fait un hobby. Le week-end, je recevais beaucoup avec des thématiques. J'adorais préparer les menus de Noël, etc. Et puis à un moment, j'ai décidé d'en faire mon métier. Oui, en fait, tu sentais que tu faisais pas à manger pour manger, mais que vraiment, quand tu sortais de ton travail, c'était ce que tu aimais faire. Ouais, je sentais que les chefs disent beaucoup que c'est un peu s'exprimer aussi au travers de la cuisine. Donc, c'était mon moment de patience, mon moment de concentration, mon moment de transmission et mon moment d'amour aussi, parce que la cuisine, moi, je cuisine jamais pour moi, je cuisine pour les autres. Donc, il y a l'idée de don vers l'autre, et c'était ça que j'adorais. Et c'est que quand je parle avec même des amis à moi qui adorent cuisiner, ils disent mais quand on rentre, c'est presque de la méditation de cuisiner, parce que c'est un moment où on n'est pas sur son téléphone, où on se fait du bien à soi aussi. Alors c'est vrai que moi du coup c'est un petit peu biaisé parce que maintenant j'en ai fait mon métier, donc j'ai une autre pression. Et c'est intéressant aussi ça d'en parler, mais non, bien sûr, après moi je suis toujours en quête permanente de créer, de découvrir. Je suis hyper curieuse et donc je repousse les limites à chaque fois et puis expérimenter. Je crois que c'est ça. Toujours la nouveauté. Trop chouette. J'ai trop hâte qu'on déroule ton parcours pour en arriver là. Ouais, on est là pour ça. Donc déjà, tu disais que ton père t'avait donc initié à la gastronomie. Est-ce que lui était cuisinier de métier ou c'était une passion aussi ? Pas du tout. Il était banquier, donc rien à voir. Mais il avait cette finesse, enfin il l'a toujours, hein, cette finesse, ce raffinement, d'aller sur les marchés, d'acheter des produits frais, dans les épiceries fines, de m'emmener au restaurant à partir de mes 18 ans, de découvrir, de passer un vrai moment autour de l'art culinaire. Et ça a été une éducation, en fait. Alors à côté, j'avais ma maman qui faisait des plats plus classiques mais très bons, des plats plus terroirs, parce qu'elle venait du Nord. Mais c'est vrai que ce sens, en fait, du détail et vraiment des bons produits, c'est Patrice qui m'a appris tout ça. Et c'est vrai que je trouve que c'est une vraie chance d'y avoir accès, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès justement à ces savoir-faire-là et à cette culture-là de par leurs parents. Et en fait, du coup, qui ne se nourrissent pas du tout de frais, qui ne savent pas à quoi ressemble un légume avant qu'il soit cuisiné. Exactement. C'est hyper important d'y avoir ça. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a la semaine du goût qui a lieu au mois d'octobre en général, mais voilà, c'est 7 jours où moi je fais des démonstrations, des animations, des ateliers dans les écoles. Je fais d'autres ateliers aussi durant l'année, mais on se rend compte que oui, il faudrait des cours de cuisine, en fait, pour tout le monde, parce que on parle de santé publique aussi. Exactement. Et c'est pour ça que je suis ravie de t'avoir aussi dans le podcast pour pouvoir discuter de ça avec toi, parce que je sais que même moi, tu vois, la cuisine entre guillemets haut de gamme, en tout cas qui n'est pas la pizza que je vais manger au restaurant, mais qui est un bon resto, c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment, je pense. Ça fait 2 ou 3 ans. Parce qu'avant, mais il faut pas en avoir honte. Oui, voilà. Mais c'est pour ça que je suis contente de le mettre en avant, tu vois, parce que moi, avant, je me disais, c'est un restaurant cher. Ouais. Et en fait, il a fallu que je les teste pour me dire, non, en fait, c'est pas un restaurant cher, c'est un art, en fait. Ouais. Et donc, être éduqué aussi à ça. Et c'est bien de parler de prix, parce que, bien sûr, que c'est un budget, c'est un choix. C'est une priorité. Moi, je sais que l'argent que je gagne, après, je le remets, une fois que j'ai payé toutes mes factures, je le remets vraiment dans les restos, pour soutenir aussi les restaurateurs, donc les vrais restaurateurs, hein, ceux qui cuisinent, les chefs qui transforment en fait des aliments bruts. C'est un art, effectivement. Moi, j'ai mis du temps à comprendre que c'était un art, et j'ai mis du temps à comprendre que du coup, j'étais une artiste.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais, parce qu'on me le disait beaucoup et je me disais, l'artiste pour moi c'est Van Gogh, c'est Picasso, c'est des gens qui montent sur scène. Mais non, en fait, la transformation, je trouve que la sublimation même du produit et puis la créativité, voilà, cette fibre, tu vois, de rentrer en soi pour donner le meilleur. Oui, c'est de l'imagination, en Exactement. fait. Tu pars de zéro. C'est ça, c'est de l'imagination. De ne pas suivre une recette, c'est quand même très fort. Ouais. Mais ça, c'est devenu obsessionnel chez moi. C'est pour ça que je suis plus cuisinière que pâtissière, parce que pâtissière, il faut grammer, il faut respecter, ça me gonfle. Ouais, j'ai l'impression qu'on est souvent l'un ou l'autre. Il y a assez peu de gens mais dans un resto, tu as les deux. Hein. Ouais. Tu as le chef pâtissier et le chef cuisinier. Et effectivement, les pâtissiers sont pas souvent des bons cuisiniers et inversement. Et c'est pas grave, je veux dire, parce que là encore, ça correspond à ta personnalité. Donc moi, je revendique. Mais déjà, en plus, même en termes de goût, je prends rarement de dessert au restaurant. Par contre, je peux reprendre une entrée ou une assiette de fromage. Je suis plus salée. Moi aussi. Je comprends tout à fait. Et donc, si tu te mets à cuisiner à 20 ans, avant tes 20 ans, quand on te dit, à vraiment cuisiner et à aimer ça, avant tes 20 ans, quand on te dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Alors, avant mes 20 ans, ouais. Alors déjà, parce que même à mes 20 ans, je ne pensais pas du tout en faire mon métier. Moi, je suis passée par la case bibliothécaire. Après, je suis devenue prof de lettres. Donc, tu vois, il y avait un truc avec les livres, quand même. Les livres, l'écriture, le refuge aussi dans les mots. Les mots ont toujours été très, très importants pour moi. Et donc, voilà, j'étais plus dans une profession intellectuelle, on va dire. Et puis, après, je suis tombée dans une profession plus manuelle. J'ai fait les deux. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'on commence souvent comme ça. Quoique, non, pas forcément. Mais en tout cas, je pense que c'est plus facile de commencer par un métier plus classique et d'aller vers l'entrepreneuriat que de rechanger après. Ah oui, sans aucun doute. Après, voilà, l'entrepreneuriat, c'est aussi un élan, une dynamique qui peut faire hyper peur. Moi, je travaillais, alors j'étais pas dans l'éducation nationale, moi je travaillais dans le privé hors contrat, donc j'étais salariée de mon école, mais j'avais quand même les vacances. J'avais les vacances de prof. Ah, voilà. Donc là, après, tu passes sur le plus de congés du tout quand tu es entrepreneur. Mais ça, c'est pas grave, pareil, c'est un choix et pas de regret. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, moi, ça fait 11 ans que j'ai ma boîte. Ça fait 11 ans. Bien sûr, c'est loin d'être facile tous les jours, mais jamais je reviendrai en arrière. Oui, la liberté est trop grande. C'est dur d'y revenir, je pense. Bien sûr. Quand il revient, c'est que... ça peut être un aveu d'échec aussi. Moi, j'ai beaucoup de gens, parce que la société est dure aujourd'hui. Donc, j'ai des gens autour de moi qui ont essayé et qui se sont vautrés. Et donc, ils sont revenus en arrière. Et je sais qu'ils ne le vivent pas très bien. Oui, en fait, il faut savoir, c'est toujours une question de savoir pourquoi on fait les choses. Est-ce qu'on le fait parce qu'en fait, finalement, on a besoin d'avoir un cadre et moins de pression ou est-ce qu'on le fait parce qu'on a l'impression d'avoir échoué son expérience d'avant Et si c'est le cas, là, c'est vraiment compliqué. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que même les reconversions, souvent, sont liées à quelque chose de négatif dont tu veux sortir et au fur et à mesure, tu comprends que tu aspires à autre chose. Moi, ma reconversion, elle est pas dans ce type-là. Moi, j'adorais enseigner. C'était un métier que j'adorais faire, que je faisais bien avec les gamins. Mais en fait, moi, j'ai eu besoin, tu vois, d'être appelée par la gastronomie, de faire justement de cette passion, de ce hobby, de ce loisir, une profession. Ça m'a été beaucoup reproché parce que plein de gens m'ont mis en garde. Attention, tu vas banaliser. Attention, tu vas te lasser. Attention, la dimension financière va pouvoir peut-être biaiser la chose et du coup perdre l'essence. Et pas du tout. En fait, 11 ans après, au contraire. C'est-à-dire, j'ai vraiment compris que j'étais à ma place et du coup, je grimpe en moi, pas forcément en termes de stratégie de réussite, mais et je trouve que c'est délicieux en fait. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut savoir, il faut qu'on le mette plus en avant aussi, ce côté positif de la réorientation, justement. Et se dire, mais même d'ailleurs, je sais qu'en Amérique, ils ont beaucoup cette mentalité de c'est pas un échec, c'est un essai. Ah, mais complètement. C'est trop bien. Complètement. Et en fait, il faut suivre ce qu'on veut faire. La vie est à la fois courte et longue, c'est-à-dire elle est courte et donc tu dois profiter et d'arriver à faire ce qui te fait vibrer. Et longue, donc tu peux avoir plusieurs vies. Moi, tu vois, j'ai déjà eu 2 vies. Donc, j'ai fait 12 ans l'enseignement. Là, je suis à 11 ans en tant que chef. Peut-être que j'aurai une 3e vie. Et c'est ce que j'explique à ma fille qui a 16 ans, qui là se cherche un petit peu dans l'orientation. Et je lui dis, mais en fait, fais un truc, puis tu en referas un autre. Et puis, en fait, c'est la richesse aussi de ton parcours. Je trouve que les parcours linéaires aujourd'hui, moi j'ai 44 ans, les parcours linéaires, c'était les parcours de la génération d'avant. Donc mes parents qui ont fait... Mon père est resté banquier toute sa vie. Il a commencé à 17 ans et en retraite, il était encore banquier. Tu vois. Et aujourd'hui, on n'est plus sur la démarche...
C'est vrai, beaucoup de quêtes de sens. Moi, j'ai des clients qui étaient avocats et qui ont fait un CAP de pâtissier. Alors qu'ils ne vont pas du tout gagner la même chose. Il faut les prévenir. Mais en fait, ils sont dans la volonté de s'accomplir, autre chose, de trouver du sens, de rencontrer des gens et de laisser une empreinte, en fait. Je trouve que c'est important de laisser une trace dans sa vie. Ouais, puis on sait qu'on passe quand même la majorité de notre temps au travail. Bien sûr. On a quand même besoin d'y être bien. Ouais, complètement. Parce Donc, c'est que des choix. Après, oui, c'est des choix, c'est des décisions. C'est une série de choix, mais on sait qu'en fait, si on passe une journée... Enfin, je pense qu'on se rend de plus en plus compte que si on passe une mauvaise journée, on passe aussi une mauvaise soirée derrière. Bien sûr. Le travail, alors après, je ne veux pas l'argent. non plus qu'on fantasme trop sur l'entrepreneuriat qui est toujours beau. Voilà, moi j'ai beau, c'est ma passion. J'adore ce que je fais, mais il y a des moments qui sont très durs. Ça m'arrive de passer des mauvaises journées. Voilà. Mais derrière, le socle, en fait, le socle, il est là. Et justement, je me raccroche en me disant, j'ai une communauté derrière moi, j'ai un réseau, j'ai des clients, j'ai des gens qui me font confiance, je m'amuse, je m'exprime, ça marche. Voilà, je me raccroche à tout ça quand parfois je doute ou j'ai peur. Parce que ça arrive quand même. Faut le dire. C'est sûr, et on en reparlera, mais c'est que maintenant, tu as aussi une forme de, j'imagine, de sécurité, de te dire, ça fait 11 ans que ça marche. Tu as fait le Covid. Oui, Si tu te relèves de ça, tu te relèveras de tout. Oui, c'est très beau. C'est très beau et ça m'émeut beaucoup parce que le Covid a été très, très dur pour moi. Parce que j'étais justement en pleine ascension à 5 ans. Et tout s'est arrêté brutalement et ça a été immensément dur. Et c'est là, en fait, où j'ai compris et où mon entourage a compris que c'était une vraie passion, ce que je faisais. Parce qu'ils m'ont vu complètement vide, parce que tout s'est arrêté, je ne pouvais plus cuisiner, je ne pouvais plus travailler chez les gens. Et ce n'était pas une question d'argent, parce que Monsieur le Président nous payait bien, comme on était à 5 ans, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais moi, j'avais plus de sens. Et oui. Donc les gens m'ont vu désénergiser en fait, dévitaliser, et là ils se sont dit ok. Et c'est vrai que du coup après le Covid, je me suis dit ok, là ça va être pleine balle et je vais y aller, je vais bosser comme un chien et pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Félicitations. Merci. La persévérance. Voilà, c'est un petit peu le nom de ton podcast, mais c'est vrai. Ouais. Donc, quand tu sors du lycée, tu vas tout de suite en fac de lettres, c'est ça? Alors, pas du tout. En fait, moi, j'ai vraiment un parcours à dire. J'adore. En fait, moi, je suis une germanophile, donc je pars en fait en études de germanistique. Moi, j'ai été prof d'allemand. En fait, j'ai commencé en étant prof d'allemand, donc j'ai fait une maîtrise en littérature allemande. Voilà, j'ai terminé ma maîtrise, parce que c'était pas le master à cette époque-là, c'était la maîtrise, mais je l'ai fait à la Sorbonne. Et après, en fait, j'ai passé le CAPES et la grecque, que je n'ai pas eu. Donc échec, et je me suis dit mais en fait moi je veux être prof, je savais que je voulais être prof, donc c'est pour ça que j'ai été tapée à la porte d'écoles privées hors contrat qui prenaient des gens qui n'avaient pas forcément la formation, mais dont on présupposait qu'il y avait quand même une fibre pédagogique, et je suis restée quand même avec ce chef d'établissement pendant 11 ans, donc il a estimé que je faisais du bon boulot, malgré le non-formatage académique. Et après, j'ai fait une équivalence en lettres, parce que la prof de français est partie, que moi je faisais passer des oraux de bac de français avec elle, que j'adorais ça, et quand elle est partie, Laurent m'a dit est-ce que tu veux prendre sa place? Voilà. Et pareil, j'ai juste travaillé les programmes pendant l'été. J'ai beaucoup bossé mes séquences de cours, et donc je suis devenue prof de français sans diplôme. Voilà. Et tu t'es jamais dit, du coup, je vais repasser le CAPES Non. En fait, je pense que je l'aurais pas eu. Parce que j'étais peut-être pas formatée, tu vois, pour faire des superbes dissertations, et tu te rends compte qu'en fait, il y a un décalage énorme entre ce que les profs apprennent et ce qu'ils transmettent après aux gamins. Et moi, j'ai eu dans ma session où les gens passaient la grègue, des gens qui ont été brillants, qui ont eu la grègue avec 18 de moyenne, mais tu savais très bien que ça allait pas être des bons profs. Ou en tout cas que ça allait être des profs qui allaient se faire peut-être un peu marcher dessus, pas beaucoup d'autorité. Tu vois, enfin c'est vraiment un comportement aussi, le prof. Donc bien sûr qu'il faut avoir les bases, bien sûr que pour transmettre, il faut quand même avoir des connaissances, mais je pense qu'il y a vraiment le savoir-être aussi dans le prof, autant que le savoir et le savoir-faire. Et en fait, c'est drôle parce que tu vois, j'ai reproduit exactement la même chose pour la gastronomie. Je suis chef depuis 11 ans et j'ai pas de diplôme. Donc il y a un truc là-dessus, hein. Il y a une petite rebelle attitude, j'ai l'impression. Puis tu donnes des cours à domicile, donc en fait tu as gardé quand même Bien aussi sûr. cette notion d'enseignement. Bien sûr. C'est vraiment ta passion de transmettre. Ouais, transmettre le lien, fédérer, enrichir les gens. Tu vois, pour moi c'est important. C'est le lien. Je crois que c'est vraiment ça ma mission de vie, parce que c'est ce qui est vraiment l'analogie, enfin le point commun entre mes deux professions.
Et justement, là, quand au bout d'11 ans ou 12 ans d'enseignement, tu te dis, là, je pense que c'est le moment de faire autre chose. Alors, il y a eu une histoire. En fait, on m'a proposé d'être la directrice d'une école donc, qui se montait, donc une école privée qui se montait. Donc ça, c'était en juin 2013. Je dis, ok, moi, ça faisait 11 ans que je bossais. J'avais envie d'avoir mon équipe. Déjà, je sentais que j'étais hyper indépendante et autonome. Et je dis, ok, donc je pose ma dème en juin 2013. Je rentre dans cette école en septembre. Mon chef d'établissement me remplace du coup pendant 1 an. Et en fait, le truc a capoté, ça s'est mal passé. Donc du coup, on me convoque et on me dit, Virginie, en fait, l'école est en redressement judiciaire, on ne peut pas te garder. Ok. Bon, là, c'était en octobre 2013. Donc Laurent, mon chef d'établissement, me dit, tu reviens en septembre 2014. Bon, pareil, France Travail, pas de problème d'argent. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, hop. Je crois que c'est un signe que c'est le moment, en fait. Parce que je voulais pas me lancer. C'était un choix, tu vois, de quitter quand même le salariat. Et là, en fait, je me suis dit, ok. Donc ça, on est en novembre 2013 et j'ai immatriculé en décembre 2013. J'ai pas attendu. Ah oui, voilà. Donc là, tu savais tout de suite que ce serait dans la cuisine, que ce serait chef à domicile. Voilà. Voilà. Tout de suite. Ça, c'est aussi quand même une vraie décision. Se dire, je vais pas travailler dans un resto, non, je vais aller chez les gens. Ouais. Alors pourquoi chez les gens ? Parce que là encore, l'intimité, la chaleur, la générosité, le fait d'être avec eux et pas caché dans une cuisine. Parce que comme je donnais aussi beaucoup de cours de soutien à domicile quand j'étais prof le week-end pour mettre un peu de beurre dans les épinards, j'adorais ce rapport d'être chez les gens. Je dis toujours, mais c'est vrai que j'avais le gamin ou la gamine qui me faisait un gâteau, j'avais la maman qui arrivait dans la chambre avec le café, enfin tu vois, c'était hyper chaleureux. Et ça me faisait du bien. Et je me suis dit, en fait, je vais faire la même chose avec la cuisine. Et c'est vrai qu'il y a 11 ans, ça commençait, tu vois, le côté chef ad homme. Et là, c'est pareil, fallait que j'aille taper à la porte d'un endroit. Et donc, je suis allée voir une agence de référencement de chefs à domicile qui s'appelait La Belle Assiette, qui a fermé depuis, et qui m'a dit, ok, t'as pas de diplôme, pas grave, on va te faire passer un dîner test. Et ça, dans ces cas-là, je trouve ça canon. C'est trop bien. Ouais, sauf que là, c'était la première fois où je me heurtais au jugement objectif de gens qui ne me connaissent pas. Et là, c'était, d'habitude, tu vois, ma famille, c'est bon, on aime ce que tu fais, c'est beau, etc. Là, je me suis retrouvée jugée par des gastronomes, par les fondateurs de l'agence. Donc, il fallait que je donne tout pour pouvoir rentrer dedans. Et en fait, ils ont adoré. Donc, je suis rentrée en mode premium. Et là, pendant 2 ans, ils m'ont trouvé des clients. Donc, c'était eux qui faisaient l'interface. Voilà, tu vois, le client disait, j'ai envie d'un dîner tel jour. Virginie, t'es dispo. OK, propose le menu. Ils prenaient ça, leur com. Et puis voilà. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Donc, c'est pour ça que, pour moi, ma vraie naissance de Communique Passion, c'est le 25 mars 2014. Parce que c'est là où j'ai fait ce dîner-là, ce dîner test. Et c'est pour ça que, voilà, là, le 25 mars, ça a vraiment fait 11 ans. Et c'est là où j'ai compris que j'adorais faire ça. Que j'avais sûrement un petit don pour ça. Et c'était pas tant faire la cuisine, les gens m'ont dit, et encore aujourd'hui, ils me disent, voilà, tu crées une expérience. Tu es là, tu mets ta personnalité, tu n'es pas juste la main qui coupe, qui cuit, qui surveille, qui sert, qui pose l'assiette. Tu crées vraiment, tu amènes les gens dans ton ambiance, dans ta passion. Et donc pendant 2 ans, voilà, j'ai bossé avec eux. Et après, le CA se rééquilibrait où j'allais plutôt chercher mes clients seuls. Et puis eux, ils étaient là, 10%, 15%. Et puis après, voilà, ils ont fermé. Et puis après, moi, je me suis sentie légitime parce que ça aussi, c'est très compliqué quand tu viens dans un milieu qui est hyper dogmé et que toi, t'as rien, que tu viens de nulle part. C'est compliqué. Oui, forcément un syndrome de l'imposteur. Évidemment. Qui se crée. Mais il est toujours là encore. Hein. Il se cache un peu, mais il revient de temps en temps. Mais bien sûr. Qui ne l'a pas. Ouais. Mais c'est bien parce que ça te pousse, je trouve que ça te pousse à aller vraiment plus loin. En étant reconverti, autodidacte, en te sentant illégitime, c'est là où tu déploies ta pleine puissance, en fait. C'est sûr. Après, il faut que ça reste sain quand même. Il ne faut pas que tu te poses les questions tous les matins non plus. Oui, non, bien sûr. Bien sûr. Mais ça te tire vers le haut. Quand c'est fait de manière saine, comme tu le dis, de manière contrôlée, maîtrisée, conscientisée aussi. Tout à fait. C'est pas dans la souffrance. C'est là où tu peux après gravir les échelons, quoi. Je trouve que tu vois, tout à l'heure, tu disais que quand tu t'es justement mis à ton compte, c'est des personnes qui t'ont dit « mais tu risques de t'ennuyer, etc. » Moi, je trouve que la manière dont tu construis ton activité en étant chef à domicile, tu ne peux pas t'ennuyer parce que tu sais jamais sur quelle cuisine tu vas tomber. Bien sûr. Après, leur discours, c'était vraiment sur le côté... là, en fait, tu t'amuses le week-end à créer des recettes, à faire des assiettes, à penser à tes verrines, etc. Mais là, le fait de le faire
tous les jours. Alors, je ne travaille pas tous les jours, je ne suis pas en prestation tous les jours parce que c'est compliqué, mais je respire, cuisine tout le temps. Et ils avaient peur que finalement, je m'en lasse, en fait. Et comme il y avait derrière cette pression, du coup, maintenant financière, d'aller gagner de l'argent avec ta passion, de professionnaliser ta passion, ils m'ont mis en garde. Et puis, finalement, après... faut pas écouter les gens. Voilà, clairement. Si c'est la conclusion, c'est qu'il faut suivre son instinct. Moi, c'était quelque chose de très, très instinctif qui m'appelait et je vois bien que 11 ans après, c'était une vraie voie. Oui, c'était une bonne idée. Ouais, c'était une belle idée, ouais. Professionnaliser sa passion, ça peut être difficile. On parlait juste avant du syndrome de l'imposteur, de mettre un prix aussi sur ta prestation. Très dur. Parce que tu te dis, justement, j'ai pas de diplôme, mais en même temps, je me déplace à domicile et je transmets mon savoir, mais est-ce que je suis vraiment légitime ? Comment tu as fait ce chemin-là ? C'est très dur. En m'entourant, déjà, parce que mettre un prix, comme tu dis, sur ta valeur, c'est compliqué. Moi, je suis une créative. Moi, je suis celle qui est passionnée, et les passionnés, c'est rarement des comptables. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'il faut aussi voir avec des gens... Mettre un prix, après calculer ce que ça te rapporte, calculer ta marge, tout ça, pour moi, c'est des choses que j'ai découvertes au fur et à mesure. Et là, en fait, maintenant, j'assume aussi qui je suis et j'assume cette prestation qui est une prestation de qualité. Et quand tu as des gens qui viennent et qui me disent « je te veux pour 20 balles », je me dis « waouh ». Là, à un moment, il faut arrêter le délire. Voilà, il faut arrêter le délire. Donc, ça a pris du temps aussi. Mais au début, je suis partie, tu vois, pragmatiquement sur combien ça me coûte en termes de courses. Et puis de dire, OK, est-ce que je fais x2, x3, x4 ? Je regarde après mes charges. Donc, c'était des calculs un peu de bout de chandelle, tu vois. Et après, de s'imposer, effectivement, avec un prix, faut expliquer. En fait, sans arrêt, je continue à faire de la pédagogie. Tu vois, Justine. C'est-à-dire que j'explique aux gens pourquoi ça vaut ça. Parce que tu as certaines personnes qui me disent, voilà, tu viens, on fait un dîner, oui, 300, je te donne 300. Et je dis, mais tu me donnes 300, mais après, moi, je passe 5 heures. Donc déjà, après, on fait un taux horaire, ça donne quoi ? Et puis les courses, tu crois que c'est magique ? Non, mais... oui, c'est voilà. 300 donc en fait, je décompose les courses. en permanence. Et accessoirement, j'ai envie un peu de gagner ma vie, tu vois, même si j'adore. Et ça, quelle drôle d'idée. Et ça, en fait, tu vois, c'est un truc aussi que j'ai verbalisé il n'y a pas si longtemps que ça, que comme je montre que je suis très passionnée, et c'est vrai, là-dessus, je ne peux pas tricher, mais les gens se disent, en fait, ça suffit. Elle a une belle vie parce qu'elle est passionnée. Mais oui, mais enfin, Virginie, elle a quand même des assurances à payer, elle a une bagnole, elle a un loyer, elle a un banquier qui attend qu'il y ait de l'argent sur le compte, tu vois. Et ça, c'est pas la passion qui te le rapporte, tu vois. Donc les gens ont du mal à me voir comme une chef d'entreprise. Tu vois, qui doit tenir ses comptes, qui doit faire des bénéfices, qui doit calculer en permanence ce qui lui reste pour payer son dû, en fait. Tu vois, sa vie, pour gagner sa vie, en fait. Mais je sais que c'est le problème qu'on rencontre beaucoup d'artistes de manière générale, c'est qu'on les paye souvent en visibilité. Mais la visibilité ne remplit pas l'assiette. Cette fameuse visibilité. Alors Virginie, j'aimerais beaucoup travailler avec toi et faire un gagnant-gagnant, tu vois, une collaboration. Alors moi, j'accepte, parfois. Maintenant, le deal, c'est au moins que mes courses soient payées. Voilà, tu vois, parce que je ne veux pas sortir quelque chose de ma trésor. Après, il peut y avoir vraiment, tu vois, des collabs avec des chaussures Insta qui tournent, avec des photos, avec des recos, et puis un truc kiffant, tu vois, qui me fait kiffer et de me dire, OK, c'est un truc chouette avec quelqu'un qui est comme moi, avec les mêmes valeurs. Mais par contre, tu vois, cette visibilité-là, oui, c'est pas ça qui remplit ton frigo. On le dit de plus en plus, mais c'est vrai. Et on revient vraiment à cette question de respect aussi, tu vois. Moi, je commence à m'entourer de plus en plus de gens qui sont experts dans leur métier, technique notamment. Tu vois, là, mon podcast, moi, je prends un studio, c'est de l'argent, mais je veux m'entourer de quelqu'un qui gère tout ça. Donc, c'est de l'argent. Et jamais je lui dirais, écoute, je fais venir plein de monde dans ton studio, donc t'as du monde, t'as de la visibilité, me fais pas payer ton truc. Non, en fait, c'est du temps, c'est ton expertise, c'est ton expérience. Et je trouve que ça, les gens, ils ont tendance parfois à l'oublier. Enfin, les gens. Les faux gens, tu vois. Moi, c'est des gens maintenant dont je me rapproche plus parce qu'on n'a pas ce respect de la valeur, de tout ce que tu as construit en fait pour en arriver là et qui aujourd'hui fait ce que tu es. Et du coup, fait que tu es exigeant aussi vis-à-vis de tout ça. Oui, c'est important. Je pense que c'est un chemin à faire, mais c'est se donner une valeur, se respecter aussi. Ouais, complètement. Et en fait, donner une valeur à son travail. Ouais, la valeur et travail. le considérer comme ça. Ouais, complètement. Parce qu'en fait, quand tu te mets à la place de ces gens-là, tu te dis, mais eux,
eux, ils ont peut-être envie aussi d'être respectés dans ce qu'ils font. Donc pourquoi ils ne font pas la même chose avec toi? Donc ça, après, voilà, c'est aussi une force et puis une évolution, comme tu dis, un cheminement. Parce que, en fait, l'entrepreneuriat, ce qui est fascinant, c'est que tu apprends sur toi tous les jours. Et tu vois, là, ça fait 11 ans, je suis plus la même nana. Clairement, tu vois. Je n'étais pas la même il y a 5 ans, je n'étais pas la même il y a 2 ans. Je ne serai plus la même dans 1 an. Et en fait, c'est ça, je trouve, hyper fascinant de voir que tu apprends plein de choses, tu apprends des autres, tu apprends de toi. C'est une vraie quête, quoi. Oui, tu te fais de plus en plus confiance aussi, bien j'imagine. Sûr, bien sûr. Ouais, tu t'écoutes de plus en plus, tu te mets des limites. Enfin, tu mets des limites aux autres. Toi, tu t'en mets pas, parce que tu te dis que tout est possible. Mais le rapport à l'autre, les rencontres que tu fais, ça te fait avancer, quoi. En permanence. Même si, on disait tout à l'heure, même si t'échoues, même si parfois t'as peur, t'as des doutes, toutes ces émotions négatives, il faut les transformer en quelque chose de fort. Et tout à l'heure, justement, tu disais, être entrepreneur, c'est aussi renoncer au congé et tout ça. Mmh. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu arrives à refuser une prestation en te disant, en fait, là, je suis épuisée? Alors, oui. Moi, maintenant, j'ai une équipe. En fait, donc moi, je travaille avec mon mari, Guillaume, coucou. Et quand ça m'arrive de me sentir flancher, oui. Donc, Guillaume travaille avec d'autres binômes. J'ai des collaborateurs en cuisine qui viennent avec nous en presta. Et après, c'est compliqué parce que certains me veulent moi. Ouais. Donc, on essaye de faire la part des choses entre des prestats où on est juste sur une presta culinaire de service à domicile avec Guillaume, Éléonore, Joanne, Thomas qui sont là pour faire la presta, avec le menu qui a été créé par moi, qui a été produit en partie par moi, mais aussi par Guillaume et puis par d'autres sur place, parce qu'on essaye de cuisiner un maximum aussi sur place devant les gens, c'est ça qu'ils adorent. Tu arrives avec des produits frais, tu fais ta chantilly maison, tu fais ton risotto maison, tu cuis tout au four, enfin tu vois, ils adorent ça. Et puis nous, c'est gage de quali. Et puis ils sont là, ils regardent, voilà. Donc oui, c'est compliqué. Ça, c'est une question compliquée de gérer la fatigue, de savoir dire non. Là, tu vois, ma dernière presta, c'est là, j'ai une presta ce soir, et je sais que Sabine me veut moi, donc même si je suis fatiguée, j'irai. Bon, c'est 4 personnes, donc, et puis je sais que ça va être une belle ambiance, mais c'est son anniversaire, et donc voilà, je vais faire un truc bien. Ma dernière presta, c'est le 2 août, et on part le 2 août, soir, et je rentre le 18 parce qu'on a une presta le 20. Donc voilà, et c'est arrivé... pour rentrer dans cette question-là, c'est arrivé de devoir dire non à des trucs perso pour des trucs pro. Ah oui, ça c'est difficile aussi. C'est très dur. Ouais, ça c'est très dur. Mais après, j'arbitre en fait. Tu vois, j'arbitre et voilà, il y avait un week-end de prévu en province avec la famille et puis là tombe une très belle prestation. Une très belle prestation en termes de rémunération et là pour le coup en termes de visibilité et de reco. Et je savais que ça allait faire des petits. Là, t'annules. Ouais, tu peux pas refuser cette opportunité-là. Non, tu peux pas. Voilà. Et ça, en fait, c'est la chose la plus difficile dans l'entrepreneuriat. C'est comme justement, tu es seul aux manettes, t'as pas de filet de sécurité. Donc, si c'est pour passer le week-end en disant merde, finalement, j'aurais dû le faire, nanana, puis du coup, pas profiter du week-end, parce que moi, je suis comme ça. Hein. Si après, je suis en mode bougon, c'est foutu. Donc voilà, j'ai dit oui. Les gens ont compris. Mais ça aussi, c'est compliqué d'être avec des gens qui ne sont... J'en parle très peu, mais des gens qui ne sont pas entrepreneurs, c'est compliqué. Ouais. Et malheureusement, je me sépare de plus en plus de gens qui ne sont pas comme ça. Parce que ce n'est pas le même langage. Je sais que c'est un problème qu'on rencontre aussi en intermittence. C'est dire, en fait, quand on a des métiers ou des formes de contrats qui ne sont pas communes, en fait, on ne vit pas sur les mêmes horaires et les mêmes... problématiques les mêmes enjeux que les autres personnes. Donc, on est toujours à la recherche d'emploi, en fait. Faire du travail le soir, pas toujours sur Paris. Voilà, les week-ends. Et en fait, on est en décalé tout le temps. Ouais. C'est pour ça que, oui, moi, je me suis coupée de certaines personnes qui ne comprenaient pas. Voilà, je ne pouvais plus aller dans les soirées le samedi soir. Non, parce que je travaillais. En fait. Moi, je travaille quand les gens sont en repos, en fait. Moi, je donne du bonheur aux gens. Donc, moi, je travaille pendant le loisir des gens. Je travaille très peu pour les entreprises, donc c'est beaucoup du particulier chez eux. Donc voilà, c'est le vendredi soir, c'est les soirs, c'est les week-ends, c'est les jours fériés. Moi, j'ai plus de temporalité, j'ai plus de repères. En fait, là, tu vois, les jours fériés, moi, je peux travailler. Je travaille à Noël, je travaille le jour de l'an, je travaille à la Saint-Valentin, je travaille à Pâques, tu vois, je travaille le jour de la fête des mères. Tu vois, donc, c'est pas grave, c'est acté et c'est comme ça. Mais du coup, pour certains, c'est soit, tiens, tu viens plus, excuse-moi, parce que pour le coup, je vais pas refuser une prestation qui me rapporte de l'argent, parce que toi, tu as ton salaire, tu te poses pas la question. Non, mais il y a deux mondes, en fait.
Et moi, je l'ai compris, ça aussi, que ce côté vraiment manichéen de la vie à la fois salariale et entrepreneuriale. Les gens disent oui, bon, faut garder les pieds sur terre, mais c'est pas une question d'être surélevé, c'est juste de dire, bah ouais, ma réalité est autrement que la tienne. Et puis après, le côté fatigue. Certains me disent, ah bah oui, mais tu viens pas, t'es fatigué. Bah ouais, en fait, j'ai très peu de temps pour moi, donc j'ai besoin de me ressourcer parce que moi, je donne une énergie que tu ne donnes pas. Les contraintes sont tellement différentes en termes physiques, mais en plus, je suis dans un métier hyper physique parce que je porte beaucoup de choses. Tu vois, là, ce soir, ça a beau être 4 personnes, mais il y a 3 pièces cocktail, une entrée, un plat, 3 desserts. Bah, je vais arriver avec 4 glacières. Tu vois. Puis t'es debout tout le temps. Quoi. Debout tout le temps. Voilà, il y a l'idée aussi du rapport à l'horloge. Tu vois, il faut regarder à quelle heure tu arrives. Tu vois, ce sera... Alors, c'est pas dans Paris, mais voilà, tu as les bouchons. Donc, toujours l'œil sur l'horloge. De sortir les choses en temps et en heure. De faire attention à ce que ça soit bien chaud, que ça soit pas brûlé. Enfin... Donc, on est quand même dans un stress chronique, tu vois, assez en permanence de se dire, OK, on regarde, est-ce qu'on a des clients ? Là, tu vois, j'ai une belle visibilité, moi, jusqu'à octobre. Mais après, décembre, par exemple, j'ai une presta. Tu vois. Donc, là aussi, tu le disais tout à l'heure, je me fais confiance. Je sais qu'à la rentrée, pleine balle, et je vais avoir des demandes, etc. Mais voilà, ça peut aussi faire peur. Cette incertitude-là, cette insécurité. Et en fait, je crois que moi, c'est ce qui me fait kiffer, quoi. De me dire, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Ça me laisse la liberté d'écrire aussi ce que je veux. Et je pense que c'est pour ça que j'ai ce vrai mindset d'entrepreneur que je me suis découvert finalement dans cette deuxième vie, quoi. Et ça, c'est cool. Oui, t'as pas cette anxiété de te dire comment je vais payer mes factures en décembre ? Alors, non. Ça m'arrive de me le dire comment je vais les payer là, fin du mois ou début du mois, parce que j'ai beaucoup de charges. Puis comme maintenant, je commence à m'entourer, je commence à avoir une vraie équipe. J'ai une assistante, j'ai quelqu'un qui gère mon Insta, etc. Donc, j'ai des prestataires qui comptent sur moi pour payer leurs factures. Donc, il faut que ça envoie. Parce que voilà, c'est ça aussi. Quand tu travailles avec des gens, bah, moi, je les respecte. Donc, j'ai pas envie de dire « Ah bah non, bah, t'attendras 3 mois pour être payé. » Bah non, en fait, tu m'as fait le taf. Et tu le fais très bien. Donc, je me dois de te payer. C'est comme mes amis restaurateurs qui ont les employés et qui se disent, bon, bah voilà, à la fin du mois, il y a tant de masse salariale à payer et c'est beaucoup. Donc voilà, tu vois, cette philosophie, ce regard, en fait, sur la réalité, sur le quotidien, il est différent. Et j'ai besoin maintenant de m'entourer de gens qui comprennent ça. Parce que j'en ai marre d'expliquer en permanence. Tu vois, j'en ai marre de me justifier et j'en ai marre de culpabiliser. Et en fait, quand tu es avec des entrepreneurs qui sont comme toi, encore plus dans la resto, parce que tu as des entrepreneurs qui travaillent la journée, mais qui finalement le soir ont une vie classique. Voilà, en plus, moi je dois être avec des gens qui sont dans l'événementiel, parce que l'événementiel, tu vois, c'est autrement. Oui, en fait, des gens qui sont disponibles pour un déjeuner, si toi t'es pas disponible le soir. Ouais, exactement, exactement, c'est vrai, d'ailleurs je fais que des déj, où je fais parfois de temps en temps des dégustations de vin le soir, et j'essaye de voir, là encore, en fonction de... ce que je ne dois pas louper, parce que tu dois aussi être présent, tu dois aussi être visible, tu dois faire des relations publiques, tu dois t'imprégner du milieu, parce que c'est un milieu particulier aussi, la gastronomie. Donc, pour incarner le métier de chef, il faut aussi fréquenter d'autres chefs, il faut aussi se montrer dans un écosystème, en fait. Donc ça aussi, c'est une pression. Est-ce que tu as eu le sentiment que c'était plus difficile d'être une chef femme dans ce milieu-là ? Bien sûr. Ouais. En fait, moi, je coche toutes les non-cases, en fait. J'ai pas de formation, je suis une femme et je fais du domicile. Ouais. Donc, les gens se disent, mais c'est qui elle ? Tu vois ? Donc maintenant, ça fait 11 ans, mais ouais, je me suis battue. Je me suis battue parce que le chef à domicile a longtemps été vu comme t'es la boniche chez les gens. Alors que j'invite tous ces gens à venir voir comment je suis reçue chez eux et comment je suis intégrée et comment ils me respectent et que je fais partie de la famille et que finalement je suis la petite fée qui participe à un vrai souvenir de famille. Et ça, j'en suis immensément fière. Donc je les invite à venir de temps en temps en presta avec moi, voir ce que c'est, et non pas caché dans leur cuisine. Donc ça, je l'ai entendu. Et j'ai même entendu quelqu'un qui m'a dit « Ah, tu as fait ça, tu vois, donc, côté un peu péjoratif, parce que tu n'as pas pu ouvrir ton restaurant. » En fait, tu ne m'as pas posé la question. C'est tellement violent. Ah oui, non, voilà. Déjà, pose-moi la question, est-ce que j'ai envie d'ouvrir mon restaurant ? Jamais. Là, même 11 ans après, je suis sur un projet de lieu, mais qui ne sera pas un restaurant. Mais déjà, interroge-moi. Pourquoi j'ai voulu faire le DOM ? Non, c'était pas par défaut, en fait.
Et donc après, quand je rencontre dans des soirées des gens, c'est « Ah, t'as fait Ferrandi en quelle année ?» Donc tu pars du principe que j'ai fait Ferrandi. Bah non, je n'ai pas fait Ferrandi. Pose-moi la question aussi. Qu'est-ce que c'est Ferrandi? C'est une école, c'est l'école parisienne des arts de cuisine, de la cuisine en fait. Donc voilà, passer ton CAP, passer ton BP, ton brevet professionnel. Dans quelle maison tu as déjà travaillé? Dans quel restaurant t'as déjà... Mais en fait non, nulle part. Moi je sais que je suis un peu un extraterrestre. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai tapé ça sur ChatGPT, sur mon storytelling, etc. Et il m'a dit clairement, voilà, c'est une chef extraterrestre dans le milieu. Je me suis dit, bon, ok, j'aime bien le concept. Et c'est ta valeur ajoutée aussi. C'est ma valeur ajoutée, oui, c'est ma valeur différenciante, parce que ce qui est très intéressant, c'est que j'ai beaucoup de confrères ou de consoeurs. J'aime pas l'idée de concurrence, parce que je pense que c'est ça aussi qui te tire vers le haut, qui eux ont fait Ferrandi, qui eux ont fait des maisons, et qui galèrent. Tu vois, et qui me disent, mais on comprend pas, toi tu cartonnes, on te voit partout, etc. Bah ouais, justement, parce que j'apporte peut-être autre chose, j'apporte un autre regard sur le milieu, peut-être que je reste humble, peut-être que je vais pas aller chercher à grappiller, tu vois, que j'ai pas un ego surdimensionné et que les clients adorent ce que je fais parce que je suis simple, en fait, et que j'ai le feu sacré et que cette vérité et cette authenticité-là, ils l'adorent. Oui, tu as cette curiosité, justement, bien sûr. De l'autodidacte. Exactement, qui est débordante. Et en fait, j'arrive à, maintenant dans ce milieu, avoir des gens, des mentors qui m'entourent. J'ai 2-3 personnes qui sont autour de moi, qui sont des meilleurs ouvriers de France, donc voilà, qui sont quand même pleinement installés dans ce milieu et qui m'adorent, et avec qui je partage le vrai, c'est-à-dire cette passion, cet élan vers l'autre, et en fait, ce pourquoi on fait la cuisine. Parce qu'on ne fait que de la cuisine aussi. Il faut se détendre, tu vois. Cette surpression de se dire ouais, il faut qu'on montre que non, en fait on n'est pas des pompiers, on n'est pas des flics, on n'est pas des personnes qui sauvent des vies. Moi j'admire tous ces gens-là qui prennent des dangers en permanence, tu vois, qui ont peur, qui ont la boule au bide quand ils vont prendre leur métier. Les infirmières, tu vois, tout ça c'est des métiers qui sont éminemment difficiles. Bon, et donc ce mec-là un jour qui m'avait dit tu fais ça parce que t'es chef, t'as pas pu ouvrir de resto, je lui ai dit oh ouais, parfois on farcit des culs de poulet, hein. Donc l'humidité, tu vois, ça suffit quoi. Faut la garder. Ouais, c'est insupportable. Le respect, là encore, tu vois, on revient à la même chose. Le respect du travail. Moi, je suis respectée dans ce métier parce que je travaille énormément et que les gens le voient et que dans ce métier-là, la valeur travail, c'est la vraie valeur. Oui, encore une fois, c'est tout un équilibre à trouver entre ce travail énormément, ta santé mentale. C'est un travail d'équilibriste, hein, tout ça. Oh là, on peut en parler de la santé mentale, mon Dieu. Très compliqué. Non, ça c'est très compliqué. Ça, j'essaye justement d'être de plus en plus vigilante parce qu'il y a des moments où je sombre, hein. Clairement, il y a des moments où le burn-out est là, il guette, hein. Il est là, derrière le rideau, il se dit « Attends Virginia, tu travailles trop ». Moi, je suis entre 75 et 80 heures par semaine quand même, donc c'est beaucoup. Parce que les gens pensent que moi, je fais que des prestats, tu vois. Et puis, je fais 3-4 photos sur Insta. Mais en fait, bien sûr que je n'ai pas des prestats tous les jours. Mais chaque prestation me demande du travail en amont. Là, tu vois, on se voit. Donc, moi, je fais parfois des podcasts. Moi, j'ai mon podcast aussi qui me prend du temps. Et puis après, je fais des déj avec des collaborateurs, des projets, des trucs. Enfin, tu vois, tout ça se crée. Je fais beaucoup de communication. Donc, je gère un planning édito. Enfin, tu vois, en fait, je suis multicasquette. Et les gens pensent « Ah bah t'as pas posté que t'étais pas en presta, donc tu te reposes. » Ou alors, j'ai des clients, par exemple, le samedi soir, qui me disent « Bah demain, vous avez une presta ?» Ou alors « Ah bah vous avez pas de presta. Ah bah c'est bien, tu vas pouvoir te reposer. » Bah non, parce que je suis peut-être chez moi, mais j'ai la compta à faire avec mon mari, j'ai des comptes à rendre à des gens, j'ai des clients, je dois préparer des fiches recettes. Enfin, tu vois, si j'ai une équipe, je dois driver mon équipe. Donc, en fait, ça s'arrête jamais. Mais moi, je suis une boulimique de boulot, c'est sûr. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Parce que j'ai tissé une sorte de toile, tu vois. Et ça, c'est du temps et c'est de l'énergie hors cuisine, en fait. Oui, c'est clair. Ben oui. Est-ce que tu arrives justement à te dire, là, pendant 2 heures, je vais poser mon téléphone et je vais aller faire quelque chose? J'aimerais tellement. Alors, j'ai écouté celui que tu as reçu, le chanteur. De TH ? Voilà, qui justement disait, oui, moi, ce que je voudrais, c'est effectivement, ce que j'aime faire, déconnecter totalement. Bien sûr que cette technologie, elle est phagocytante, elle est paralysante. Moi, je suis greffée à mon tel. Là, tu vois, il est en train de charger, puis je le prends pas parce qu'on est en train de papoter et que c'est très agréable. Mais sinon, je suis surréactive, beaucoup trop. Donc, c'est pour ça que je m'entoure aussi de gens qui, maintenant, à qui je délègue. Voilà.
parce que j'ai besoin d'avoir ces moments-là. Je me suis remise au sport, j'ai un coach qui m'aide aussi, tu vois, qui travaille cet accompagnement mental, cette déconnexion digitale qui est très prenante, dont je me dis qu'elle est tellement nécessaire que je ne peux pas m'en défaire. Mais ça aussi, c'est un mindset à changer. Hein. Ouais. C'est dur, très dur. Et tu disais tout à l'heure que tu avais besoin de t'entourer du coup d'entrepreneurs dans le milieu de l'événementiel parce que tu as des horaires décalés. Tu disais aussi que donc, ça fait 11 ans que tu as créé ta boîte et que tu as une fille de 16 ans. Elle n'a pas des horaires décalés. Ouais. Comment tu arrives à gérer justement cet équilibre pro-perso C'est très dur. C'est très dur. Bonne petite dose de culpabilité en permanence. Parce que quand t'es maman, c'est difficile. Ça, je crois que c'est la chose la plus difficile à faire. Quand je me suis lancée, effectivement, Rose avait 4 ans et demi. Donc moi, il y a eu des moments quand En fait, Guillaume m'a rejoint après, on travaille ensemble, mais c'est pas le papa de ma fille. Mais voilà, il est rentré dans sa vie quand elle avait 3 ans, donc c'est comme si, ça se passe très bien. Donc pendant que moi, j'étais en presta, il était à la maison. Mais moi, c'est vrai que j'ai beaucoup développé, j'ai tout misé aussi sur... cet équilibre pro-perso n'existe pas pour moi. C'est pas possible. Quand t'as une femme qui fait un truc passionnant, qui se développe, c'est pas possible de dire oui à un moment. Donc forcément, tu transiges. Et certaines personnes me disent, voilà, t'as été égoïste, t'as préféré ça. Après, moi, j'ai pris le parti de dire que voilà, c'est une décision. J'ai beaucoup discuté avec ma fille quand elle a commencé à avoir 8-9 ans. J'ai eu dans la tronche, oui, tu préfères tes clients à moi. Ouais, et ça, c'est dur. Non, c'est difficile. Et puis, au fur et à mesure, on a beaucoup discuté. J'ai essayé de prendre du temps avec elle. Alors, comme horaire décalé, moi, je pouvais l'emmener le matin, aller la chercher le midi parfois aussi. J'essaie de me dire, OK, on déjeune ensemble, on va au resto ensemble, etc. Après, j'ai commencé à ritualiser, tu vois, la fête des mères. C'est-à-dire que la fête des mères, j'ai été bookée là au mois de mai, mais c'est pas moi qui l'ai faite. Et je suis allée au restaurant avec ma fille. C'est bien. Voilà, on essaye de passer des moments ensemble. Je l'ai emmenée plusieurs fois en week-end dans des capitales européennes, d'être toutes les deux aussi. Là, tu vois, elle est en seconde. Elle a fait son stage de seconde dans un resto dont je connais le directeur de salle. Elle a adoré, alors que j'ai pas voulu la pousser là-dedans. Et en fait, elle me suit beaucoup. Et en fait, je lui donne aussi un exemple. Et elle me dit, je suis très fière de toi. Voilà. Et je crois que c'est très compliqué parce que oui, je ne suis pas une maman comme les autres. Ça, j'ai pas envie de le dire en pleurant parce que c'est un sujet pour moi. C'est un vrai sujet. D'être tiraillée entre j'ai envie d'être là le samedi, le dimanche, à ce qu'on aille bruncher le dimanche matin, etc. Alors que moi, je suis pleine balle dès le dimanche parce que j'ai des prestats le dimanche midi ou le dimanche soir ou déjà je suis en train de faire mes listes de courses, etc. Donc oui, c'est vrai qu'elle vit à 100 à l'heure avec moi. Que sûrement elle est fatiguée, que voilà, elle en a peut-être marre. Mais en tout cas, je lui montre l'effort. Je lui montre l'audace. Je lui donne une force de caractère parce qu'elle me voit aussi évoluer dans ce milieu et que j'ai réussi à faire ma place. Donc c'est ça aussi que je veux lui transmettre. Mais bien sûr qu'il y a des moments où j'aimerais me dire, le samedi soir, c'est vrai qu'il y a des fois, le samedi soir, je pars en presta, il est 18h, je suis dans Paris et je vois les gens sortir et je me dis, j'aimerais bien qu'on aille au resto ou quand je vais aller faire mes courses pour mes prestats, j'aimerais qu'on fasse des courses pour nous et puis se mettre à table et on arrive quand même à passer des moments ensemble. Hein. Mais oui, je fais des choix. Là aussi, il y a des soirées où j'ai envie d'aller parce que c'est des soirées de relations publiques que je ne peux pas louper et je ne suis pas là. Et ce n'est pas une presta et ça ne me rapporte pas d'argent. Tu vois. Donc parfois, elle ne comprend pas. Mais non, c'est dur. Non, ça, c'est très dur. Et tu sais qu'elle comprendra avec le temps. Mais je vois bien. Oui, je vois bien aussi. Et c'est vrai que je parle souvent d'elle et Rose, c'est la femme de ma vie et je suis très fière de ce qu'elle devient et j'essaye de lui donner un maximum de clés en fait dans la vie. Et le rapport à la profession, le rapport à l'ambition en fait partie, je trouve. Parce que l'ambition, faut pas que ce soit un gros mot en fait. Faut quelque chose de sain. Et souvent je dis, là tu vois, hier elle était à un concert avec une copine, tu vois, le truc hyper bien. Elle commence à être hyper indépendante, elle a fait une colo, elle est partie à Londres, elle veut faire des voyages à l'étranger. Et je me dis, en fait, quand après on s'empêche de faire des choses en tant que parents pour nos enfants, une fois qu'ils partent, tu te dis, le regret ? Moi, j'ai pas envie d'avoir de regrets. Donc c'est pour ça que je modèle, évidemment, en la préservant de tout ça, mais de manière sereine, je me dis aussi, je construis ma vie, en fait. Donc voilà, trouver, tu l'as dit, le juste équilibre. Et surtout communiquer, surtout l'expliquer,
surtout discuter. Et puis, éviter de culpabiliser. Ça, c'est très dur. Bah, ça, je pense que malheureusement, ça fait partie du pack maternité. C'est ça, c'est le package. Tu as raison. Mais voilà, c'est évidemment la communication. Et puis tu sais, on dit toujours qu'un enfant reproduit ce que tu fais. Donc si tu lui répétais à longueur de journée, il faut travailler, avoir de l'ambition, mais qu'elle voyait que toi, tu t'enlises dans un métier qui te plaît pas, tu lui montres pas le bon exemple. Exactement. Là, tu lui montres un exemple de fou. Ouais, non, c'est vrai. C'est pour ça. Ça me permet aussi de me dire... Voilà, je fais pas trop de mauvais choix, j'essaye. Et puis, je travaille tellement sur mon introspection personnelle aussi que j'essaye. Je veux pas la formater, tu vois. Je veux pas lui montrer ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit pas faire, parce qu'elle fera son chemin toute seule. Mais voilà, je fais de mon mieux. C'est un accord Toltec. Voilà, faire de son mieux. C'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. Je confirme. Comment tu prépares justement une prestation par exemple, voilà, on est dans mon petit 15 mètres carrés. Si je te dis, est-ce que tu peux venir cuisiner pour moi et mes copains, j'imagine que tu vas me dire, j'ai pas beaucoup de place. Bah non, je vais te dire, bah oui, alors je regarde effectivement tout de suite le plan de travail, il n'y a pas beaucoup de place pour dresser des choses, mais il y a ta petite table, et puis après, je sortirai ce qu'il faut sortir, tu vois. Donc, oui, on va là encore, défantasmer la chose. Je ne travaille pas que dans des magnifiques cuisines avec des îlots centraux extraordinaires, tu vois. Ça m'arrive de travailler dans des endroits où il y a juste une plaque de cuisson, et parfois même, j'apporte ma plaque de cuisson portable parce qu'il n'y a qu'un feu, et que il me faut un feu pour la viande et pour la garniture, tu vois. Donc, déjà, je suis embêtée. C'est fou, ouais. Donc j'essaye de m'organiser. Et puis, non, moi je trouve que c'est chouette aussi, tu vois. C'est ça que j'adore, c'est d'être nomade, c'est de m'adapter en permanence. Alors au moins il y a une cuisine. Moi j'ai déjà fait des trucs où il n'y a pas de cuisine. C'est vrai ? Tu vois, donc pas de cuisine, pas de point d'eau, ça c'est compliqué. Ah oui, tu m'étonnes. Ça c'est très compliqué. Et je renonce de plus en plus à ce type de prestat-là parce que j'ai besoin d'un certain confort aussi de plus en plus. Donc... non, moi, je peux te faire un apéro dînatoire sans problème ici. C'est fou. Ben ouais, bien sûr. C'est ça la magie. Et oui, c'est ça. Et tu prévois comment, du coup, tu vas mettre un thème, on te le donne, comment tu l'imagines, tout ça ? Alors moi, j'adore, je fais du sur-mesure. Moi, j'aime bien créer l'expérience vraiment hyper personnalisée. Donc en fait, tu me dis, ok, tu m'envoies un texto, tu me dis, voilà Virginie, j'ai envie de recevoir 10 potes, on a envie de faire un truc un peu sympa. Tout de suite... je vais te faire remplir un Google Form, truc basique. Ça part chez mon assistante. Depuis 2 ans, j'ai une assistante. Coucou ma Cécile. Et en fait, c'est elle qui va t'appeler, parce que j'ai plus le temps de faire ça, avec des questions. Donc, tes allergies déjà. Est-ce que tu as des intolérances ? Est-ce que tu veux de la viande, du poisson, que du végé, porc, pas porc ? Parce que voilà, c'est souvent les choses. Est-ce que tu préfères des fruits pour le dessert, du chocolat, un mix des deux ? Est-ce que tu as des voyages qui t'ont marqué ? Donc, des tonalités, tu vois, des identités, des pays que tu veux. Et moi, je te crée ça. Ah voilà. oui, donc là, t'imagines j'adore. Toutes les cuisines du monde aussi. Ah, mais j'adore. Des cuisines un peu fusion. Tu vois, là, j'ai une cliente, la dernière fois, elle me dit, mon mari est réunionnais, moi, j'ai vécu longtemps à New York. Enfin, tu vois, donc j'ai fait des créations de trucs de fou, quoi. Tu vois ? Et j'ai créé pour eux. C'est génial. Et parfois, je fais des choses que j'ai jamais fait. Et en fait, je teste pas. Moi, je teste pas, j'ai pas le temps de tester. Mais je me dis, oh, la sauce, c'est joli, la couleur, machin, toujours avec des tonalités de saison, évidemment. Ça, c'est le point de départ. Mais en fait, c'est jamais les mêmes menus. Alors, j'ai des pièces, tu vois, un peu phares que je twiste de temps en temps. Tu vois, soit je change la viande, je change la vinaigrette, je change l'herbe, voilà. Et puis après, il y a des choses vraiment que je crée de A à Z. Un exemple tout bête, j'avais rencontré une nana, moi je suis du côté de mon papa, je suis originaire d'Alsace, et je rencontre un jour une nana qui a le même nom de famille que moi, Walter. Et je dis, donc t'es alsacienne ? Ouais, ok, bon, bref. Et puis elle me dit, je voudrais organiser les 50 ans de mon mari, je te passe les détails. Et je lui dis, mais tu sais quoi, je te revisite l'Alsace si tu veux. Donc j'ai fait un dîner revisite autour de l'Alsace. Donc j'ai fait un kouglof au foie gras, j'avais fait des ravioles autour du bake-off, qui est le plat phare avec les 3 viandes. J'avais fait un strudel, enfin tu vois. Et elle m'a dit, waouh, c'est génial. Et en fait, je veux que les gens aient un dîner comme ils n'auraient jamais eu au restaurant. Oui, c'est super, parce qu'effectivement, au restaurant, on va jamais te faire un dîner personnalisé. Ah, mais jamais. Jamais, avec des clins d'œil, avec, voilà, par exemple, ma femme adore les tomates. Bon, ok, je vais revisiter les tomates. Ah, ma femme, elle veut un truc autour des fruits rouges. Ok, je te propose. Et puis surtout,
Le menu, je leur propose, je leur soumets. Après, ils me disent, ça on veut changer, est-ce que tu peux nous faire plutôt ça, etc. Ok. Mais par contre, je dis toujours aux clients qu'il faut que vous me laissiez un petit peu carte blanche pour ma créativité. Si tu me dis, je veux une tomate mozza, je veux un poulet basquez, et après je veux un tiramisu, ça va me gonfler. Ouais, toi, ça t'intéresse pas. Voilà, ça m'intéresse pas. Là, j'avais une cliente qui m'a dit, voilà, il y a un bouquin, c'était une Allemande qui voulait venir faire ses 50 ans à Paris, en mode Emily in Paris, tu vois. Et elle m'avait dit, ouais, on veut un coq au vin, enfin, tu vois, des trucs hyper classiques. Moi, ça me gêne pas de le faire. Mais je me suis sentie bridée, en fait. Donc, du coup, j'ai dit, ok, je te fais un coq au vin, le dessert, tu me laisses, les pièces cocktail, tu me laisses. Et puis, finalement, voilà, ça a vachement bien matché. Et puis, elle a accepté cette liberté-là. Mais je trouve ça beaucoup mieux. Pour que ce soit vraiment une expérience inoubliable, quoi. Mais c'est sûr que par contre, effectivement, ça te demande un temps de création en amont qui est énorme. Énorme. Et même en termes de budgétisation, parce que si tu travailles avec des pièces différentes, tu dois forcément aller toujours chercher le prix des pièces que tu proposes. C'est pour ça qu'en fait, entre le moment où je reçois le message, le mail de quelqu'un qui veut organiser un truc avec moi, et le moment où j'arrive chez lui, voire même le moment où j'en repars, mais il s'est passé un temps de fou. Donc c'est pour ça qu'après, je compte même pas mes heures. Parce que si vraiment je faisais un ratio par rapport à tout le temps que je passe, personne n'achèterait. Mais que les gens se rendent compte, en fait. Parce que comme je veux vraiment du sur-mesure, et puis il y a les allers-retours avec le client. Ce que tu n'as pas dans un restaurant. Le restaurant, tu as la carte. Les gens peuvent te dire, ah oui, est-ce que vous pouvez enlever ça, je veux pas le parmesan au-dessus. Tu vois, bon, eux, ça change rien. Au moment de la mise en place, du dressage, ils font juste attention. Mais moi, j'ai les allers-retours. Ah non, finalement, ça, on n'aime pas. On n'aime pas le cru. Ah oui, je pose aussi la question s'ils aiment le cru, parce que moi, j'aime beaucoup le cru. Ça, non, on n'aime pas trop. Ça, on n'aime pas trop. Ok, tu peux nous proposer autre chose. Voilà, donc il y a des allers-retours aussi. Et une fois que c'est validé, après, moi, j'enclenche ma liste de courses, ma liste de prod, mon rétro-planning. Qu'est-ce que je fais à J-4 ? Qu'est-ce que je fais à J-3 ? Qu'est-ce que je fais le jour même ? Mes commandes chez le poissonnier, parce que je fais ça sur mon marché. Moi, je ne peux pas bosser à Rungis parce que je n'ai pas assez de volume. Puis c'est trop loin, de toute façon. Mais donc, du coup, moi, je travaille avec mes petits artisans autour de chez moi, quoi. Donc c'est pas le même prix non plus. Oui, c'est sûr, ce que j'allais te demander justement, comment tu choisissais tes producteurs. Donc c'est vraiment du local. Oui, c'est du local. Moi, j'ai un supermarché. Alors, j'aime pas dire ça, mais elle se dit ça, mais c'est un supermarché en fait où il y a que du frais, donc des fruits, des légumes, du fromage. Ils ont une boucherie de dingue, ils ont une épicerie de dingue, ils ont une cave de dingue. Ça s'appelle Univers Primeur et c'est à côté de chez moi et j'adore ce qu'ils font. Ça fait 10 ans que je bosse avec eux. Voilà. Okay. Quand j'ai commencé, je suis allée les voir en disant voilà, je pense que j'ai besoin de vous. Donc du coup maintenant on est clients, tu parles, on y va 4-5 fois par. Enfin, on est connu comme le loup blanc. Et effectivement c'est des très bons produits et ça m'est revenu aussi par mes clients. Voilà. Les produits bruts, tu vois, par exemple, ils ont une mangue qui est dingo, ils ont des avocats qui sont dingos. La viande, quand je fais un tartare, ils sont extraordinaires. Et les gens me disent, c'est des bons produits. Ouais, mais il n'y a pas de surprise, en fait. Moi, je ne suis pas non plus une surmagicienne. Je fais de la cuisine. Plein de gens qui peuvent faire la même chose que moi. Mais c'est vrai que le point de départ, c'est des bons produits. Oui, forcément, si tu l'achètes dans un supermarché bas de gamme, ça va pas. Ou alors, il faut masquer avec 1000 trucs. Tu vois, tu mets plein d'épices, tu mets une grosse vinaigrette et ça passe. Mais moi, en termes d'honnêteté intellectuelle, comme je prône quand même, tu vois, le bien manger, l'art culinaire, l'art de vivre, voilà, il faut qu'il y ait du poisson. Et puis, j'adore faire bosser les artisans. Tu vois, moi, je respecte tellement. Enfin, quand je vais au marché, je commande chez ma poissonnière qui s'appelle Claire et son enseigne s'appelle Au Clair de la Mer. Moi, j'adore, j'adore. Et voilà, je passe commande. Je dis, voilà, je veux des langoustines. Au moment des Saint-Jacques, tu me fais des Saint-Jacques. Tu me prépares le poisson, etc. J'arrive, je prends. Et après, je lui envoie des photos de ce que j'ai fait. Elle adore, tu vois. Moi, j'adore être le trait d'union. En fait. Et encore, je ne vais pas suffisamment sourcer parce que je préférerais vraiment, tu vois, aller même en province, aller chercher des producteurs, etc. Ça viendra. Mais c'est là encore le respect de celui qui passe du temps. Parce que l'artisan, c'est dur. Moi, je prends les trucs et je fais mes petites assiettes. Mais ceux qui vont, tu vois, chercher le poisson à 3 du mat en Normandie ou ceux qui ramassent le raisin pour faire le vin, parce qu'on adore picoler, tu vois, il faut penser à tout ça. Moi, j'ai envie de les faire bosser. Ça ne pas l'esprit de les payer en visibilité, quoi. C'est ça. Voilà, un gagnant-gagnant. Voilà. Non mais oui, évidemment, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent quand on a un poisson dans l'assiette à tous les compromis qu'il y a eu à faire pour aller les chercher. Bien sûr. Ceux qui sont là, Claire, elle arrive, il est 6h. Alors là, ça va, c'est pas trop compliqué, il fait bon, mais en novembre, décembre, compliqué, hein. Parce qu'il fait hyper froid, les mains dans la glace.
Donc, moi, je suis assez protégée, même si je suis debout à surveiller, tu vois, un dos de cabillaud au four. Plus confort que de porter des caisses à 6 du mat et d'ouvrir des Saint-Jacques fois 1000, quoi. Oui, c'est sûr. Donc, faut les célébrer, ces gens-là. Bien sûr. Et tu fais bien de le faire. Ouais, c'est important. Du coup, tu nous parles beaucoup de la partie cuisinière, enfin chef à domicile, pardon. Oh, cuisinière, bon. Je fais de la cuisine, tu sais. Pas de souci. Mais tu as aussi développé toute une activité autour, notamment en entreprise, ton podcast dont tu parlais tout à l'heure, donc Passion sans modération. C'est ça, madame. Ça. Des livres aussi, si j'ai bien compris. Oui. Donc, comment tout ça s'est intégré à ton projet En fait, tout s'est fait assez naturellement, tu vois. J'ai jamais eu de vision en me disant quand tu vas te lancer, tu vas écrire des bouquins, tu vas créer un podcast. En fait, c'est le puzzle qui se met morceau après morceau, et c'est ça aussi qui me fascine assez. Comme si le timing était là, comme si l'univers était là pour mettre des choses sur mon chemin. Le premier livre, je l'ai fait pendant le confinement, parce qu'on a que ça à faire. Le deuxième, je l'ai fait pour mes 10 ans. Et le podcast, j'ai voulu le lancer il y a 3 ans, en fait, parce qu'on était dans cette mode-là, que moi, je voulais aussi créer un écosystème autour, justement, de la passion de la food. Parce qu'en fait, moi, je crois que ce que j'adore, c'est vraiment fédérer. C'est rassembler. Et je rassemble des gens à leur table, chez eux, autour de la cuisine. Et en fait, là, dans mon studio à Module, je rassemble 4 personnes qui sont passionnées, qui ne sont pas que des chefs d'ailleurs. J'ai moins reçu de chefs que des artisans, justement, des communicants, des viticulteurs, des gens qui ont des projets dans la food, qui sont plus ou moins institutionnels ou pas, mais qui ont cette fibre, en fait, de donner, d'être hyper généreux et d'être dans l'entrepreneuriat. 95%, ils ont leur boîte déjà. Et en fait, c'est vrai que je me suis lancée, mais comme une envie de pisser, quoi. Quand j'ai trouvé le studio, je me suis dit, OK, je veux. Ça, c'était au mois de début juillet 2022. Et je vois le studio et je me dis, j'adore. Je pars en vacances et là, j'envoie 40 audios en disant, j'ai envie de lancer un truc en septembre. Est-ce que vous voulez venir ? Les 40 me disent oui. Là, je me dis, comme je voulais faire une table de 4, j'ai déjà 10 émissions. Alors après, ça va être compliqué au niveau des agendas des uns des autres parce que du coup, comme tu as 4 personnes, c'est compliqué les agendas. C'est clair. Voilà, donc j'essaye de dire t'es dispo. Comme il n'y a pas de thématique, en fait, en général, j'ai toujours un élément qui est très pris. Et donc lui, son agenda, c'est compliqué. Donc je lui dis, OK, donne-moi ta date. Et après, je greffe les 3 autres, qui sont plus light. Mais en fait, c'est parti comme ça. Et je voulais, là encore, ma projection, c'était 4 personnes. Je voulais pas comme nous, tous les deux, je voulais vraiment une table, comme la vraie table à manger. Et parler des uns des autres, et écouter les uns les autres, et les mettre en lumière. Et là, tu vois, hier est sorti, donc il sort tous les premiers, tous les 15, et hier est sorti le 63e, et j'ai reçu plus de 250 personnes. C'est énorme. Ouais, et je suis tellement fière de ce podcast qui... en termes d'audience, j'ai jamais regardé parce que ça ne m'intéresse pas, en fait. Par contre, les gens qui sont venus, j'ai vraiment créé une communauté. Et du coup, après, je suis invitée dans les restos, dans les soirées. Mais en fait, là encore, c'est pas du tout l'effet bling-bling parce qu'il y a plein de gens que je ne voudrais pas dans mon podcast. Parce que c'est pas les valeurs, c'est pas la simplicité, c'est pas l'humilité. Et donc, les gens que je reçois, c'est que des gens qui ont les mêmes valeurs. Et c'est pour ça que ça matche beaucoup. Et entre eux, ça matche toujours beaucoup alors qu'ils ne se connaissent pas. Et ça matche entre différentes émissions. Et j'ai des gens qui m'envoient des selfies en me disant, podcast 12 est en train de prendre un café avec podcast 14. J'adore. Voilà. Et ça me fait chialer tellement que je suis fière de ça. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Manon aussi, que j'ai invitée. Donc Manon, on t'essuie, voilà. Sera peut-être un épisode avant ou après toi, mais qui fait des pâtes et croûtes extraordinaires, qui révolutionne le pâte et croûtes. Et du coup, c'est quelque chose que j'adore. Et en fait, j'aurais jamais pu rencontrer ces gens-là si je les avais juste invités à un café, en fait. Là, ils sont venus, les gens adorent parler d'eux. Tu vois, les confidences. Je leur parle beaucoup de leur Madeleine de Proust. Tu vois, et puis ils se livrent. Et moi, j'adore ça, cette fibre émotionnelle, parce que la cuisine... Il y a vraiment une part d'affectivité qui est énorme. Et on n'est pas dans le contrôle.
en fait. Et je me suis découvert cette fibre-là de journaliste, de préparer les interviews, de faire tout ce travail de mise en lumière. Et là, j'empile pour la 4e saison et j'ai déjà plein de gens qui sont là et qui vont me dire OK. Et j'ai pas encore fait ma grille. Je me dis putain, il faut que je m'y mette. Je pense que c'est un problème qu'ont tous les podcasteurs, ne t'inquiète pas. Ouais. C'est ça. Mais tu vois, tu parlais justement d'audience tout à l'heure et tout, et ça ramène encore à la question de pourquoi on fait les choses. Je pense que si tu lances un podcast en te disant je veux vivre du podcast, je veux devenir une journaliste, je suis la prochaine Léa Salamé, il y a quand même de fortes chances que tu fasses 3 épisodes. C'est ça. C'est ça. Et moi, je l'ai fait vraiment en mode avec le cœur. Tu vois, et je sens que c'est drôle que tu poses cette question-là parce que je comprends de plus en plus que c'est parce que je fais tout avec le cœur, avec sincérité, sans calcul, que c'est pour ça que ça marche bien. Je pense parce que les gens ressentent en fait cette authenticité-là et que en fait si tu veux faire de l'audience, à un moment ça va commencer à se voir. C'est ça. Et ça sera pas forcément intéressant. Enfin, je trouve que les épisodes les plus intéressants, c'est rarement ceux avec les personnes les plus connues. Bien sûr. Parce que en fait on n'a pas envie d'avoir des discours préfaits. Eh oui. Formatés. Et c'est beaucoup ça aussi, hein. Parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui sont faits dans la bouffe. Il y en a 4-5, tu vois, qui sont assez connus. Déjà, ce qui change, c'est que c'est pas des chefs. Voilà. Et moi, je suis à la fois derrière et devant, et donc je sais très bien ce que c'est. Tu vois, ce métier-là, de l'événementiel. Je connais l'artisanat, je connais la fatigue. Alors, c'est des entrepreneurs, ça c'est sûr, mais ce rapport au stress, à la pression et puis à la beauté de ce métier-là. Donc le fait d'être dedans, ça donne un autre axe aussi, tu vois, quand je leur pose des questions et une autre peut-être légitimité. C'est pour ça qu'ils adorent venir et que j'adore les recevoir. Oui, c'est trop chouette. Tu as parlé à plusieurs reprises justement des doutes, notamment quand tu traitais le Covid et tout ça. Est-ce que tu veux le développer davantage, tous ces moments où en fait, tu t'es dit, je sais pas. Ouais, parce qu'en fait, il y a les coulisses. C'est vrai, plein de gens me voient comme quelqu'un qui a réussi pendant 11 ans, qui s'éclate, qui fait plein de projets différents et des projets qui marchent. Et j'en suis très, très fière. Après, c'est aussi beaucoup de pression. Moi, je dis toujours, plein de gens me prennent comme modèle en disant « Ouais, elle est hyper inspirante parce qu'on voudrait développer quelque chose. » Donc oui, il y a la phase d'excitation d'aller développer. Moi, je suis passée de l'autre côté, mais maintenant, moi, la même pression, c'est de rester. Voilà. Et donc ça, je le dis très souvent, parce que ça me met face à des responsabilités, parce que les gens m'attendent tout le temps dans le fait que je sois créative, que je réinvente les choses en permanence, que je les surprenne en permanence, que je sois toujours souriante. Et ça, parfois, c'est difficile parce que la fatigue est là et que c'est compliqué. J'ai fait un post Insta il n'y a pas longtemps qui disait, une vidéo, un réel, c'est Malora qui me l'a fait, bonjour Laura, qui disait qu'il y a l'ombre et la lumière. Et qu'en fait, quand tu es artiste, que tu es un peu sur le devant de la scène, que tu es un peu médiatique, j'entends, mais c'est vrai que je suis beaucoup sur les réseaux. Et du coup, c'est compliqué aussi cette starification de temps en temps. Parce qu'on te renvoie des choses, parfois t'as pas l'énergie en fait. Donc les doutes, je les ai plus par rapport à moi, les peurs, je les ai plus par rapport à moi, par rapport à cette santé mentale et même physique, parce que je suis fatiguée, physiquement fatiguée, et que c'est pour ça que parfois je délègue beaucoup de choses, parce que je me sens pas, tu vois, de porter des caisses, de prendre la bagnole, de rester avec les gens. Parfois j'ai besoin aussi de ce moment, je suis quelqu'un de très très sociable. Je vois énormément de gens. J'ai pas peur de parler devant les gens. J'ai pas peur d'animer devant les gens. Mais parfois, j'ai besoin d'être dans ma grotte. Et ce moment, je l'ai pas suffisamment. Tu vois. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui sont difficiles. Et puis après, tu as toujours la peur de l'argent, pour le coup. Même si je fais confiance, l'univers a un plan et je fais confiance, le fameux trust the process, tu vois. Mais c'est de se dire, là, tu vois, on va partir en vacances. Bon, quand on part en vacances, on dépense beaucoup et puis il n'y a rien qui rentre. Donc, c'est calculé en permanence. Donc, je fais un peu peut-être quelqu'un de décérébré, un peu perché, mais en même temps, il faut que je sois là aussi à calculer. Donc, je suis aussi très rationnelle. Mais oui, donc bien sûr que les gens disent « Ah oui, l'entrepreneuriat, c'est génial. » Oui, c'est génial, mais il faut être prêt.
Il faut être prêt. En fait, c'est aussi un risque à prendre. Tu vois, c'est de la même manière que quand on lance un podcast, il ne faut pas s'attendre à faire des millions d'écoutes. Bien sûr. Ouais, quand on lance une entreprise, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle soit rentable au bout de 6 mois. Quoi. Alors parfois elle l'est, et tant mieux, et heureusement. Et parfois elle ne le deviendra jamais. Et en fait, c'est tous ces peut-être qui sont hyper anxiogènes et qu'il faut gérer en fait au quotidien. Bien sûr. Il y a une gestion des risques, toujours, et puis de trouver l'équilibre entre ce qui est ton élan et ce qui te freine. Et moi, j'ai la chance d'avoir, on va dire, 70-30. C'est-à-dire, j'ai 30 qui me freinent et puis 70 qui m'apportent en me disant, OK, il ne faut pas avoir peur. J'essaye de me dire, je ne veux pas avoir peur de la peur. Voilà, parce que j'ai quelqu'un une de mes coachs, Julie, j'ai cité plein de gens, mais voilà, c'est des gens qui sont autour de moi, qui sont très importants pour moi, et qui me dit qu'en fait, la peur, c'est le catalyseur de ton talent, en fait. Plus tu as peur, plus ça veut dire que c'est la zone où il faut que tu ailles, parce que c'est la zone où tu vas exceller. Et ça, je l'ai expérimenté beaucoup. Et en fait, il faut la traverser, cette peur. Et une fois que tu es de l'autre côté, tu es dans le bon, tu es dans le dur, tu es dans le vrai. Et c'est là où tu peux après sembler faire des choses complètement démesurées, alors que finalement, c'est les choses qui sont les plus alignées avec toi. Donc, le jour où j'aurais plus peur, je me dirais, ouais, il y a un truc. Tu vois, même le track, quand je pars en presta, j'ai beau maîtriser le truc. Alors, j'ai toujours peur d'oublier quelque chose, parce que moi, contrairement à un resto, j'arrive avec tout. Ouais. Même le sel, même le poivre, même le beurre, même l'huile d'olive. Voilà, je veux rien prendre de chez le client. Le sopalin, enfin, tu vois. Je prends juste ses poêles, ses casseroles. Donc, il faut que je fasse des listes en fonction des différentes préparations que je fais. Mais une fois que je suis chez lui, et que tout est sorti, que je me dis, OK, c'est bon, le menu est là, j'ai quand même toujours le track, tu vois, parce qu'en plus, je m'adapte à des plaques, je m'adapte à des fours. Oui, donc, il peut y avoir aussi le truc. Il peut y avoir, parfois, j'ai des fours de dingue que je maîtrise même pas. Le client est tout content de me montrer son four dernier cri, mais je dis, mais moi, je sais pas m'en servir. En fait, moi, je veux un four ménager, comme d'habitude. Mais j'ai quand même ce track-là, tu vois, de pas être à la hauteur, de pas donner la même énergie. Et le jour où je l'aurai plus, c'est comme celui qui monte sur scène. C'est que j'aurais perdu quelque chose et là, je devrais changer de métier. Oui. Et en fait, tu vois, tu disais de traverser la peur. Je pense qu'il y a aussi quelque chose quand on se confronte à nos peurs et c'est super dur. Mais c'est une fois qu'on l'a fait, c'est de se dire, en fait, c'est vraiment pas si haut. Bien sûr. En fait, la peur est beaucoup, beaucoup plus forte que la réalité. Bien sûr. Mais c'est hyper dur. C'est hyper dur, mais en fait, c'est tout un travail sur toi. Moi, j'ai toujours dit, l'entrepreneur qui réussit, c'est l'entrepreneur qui se connaît. C'est pour ça que il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs qui veulent faire du cash, qui veulent faire du CA, qui veulent faire du biz, qui après vont léguer leur boîte et parce qu'ils n'ont pas mis d'eux-mêmes. En fait, ils ont été hyper stratèges, hyper techniciens, et tant mieux pour eux, et c'est ce qui leur correspond. Et tu as après les entrepreneurs qui sont plus à impact. Voilà. Et moi, je suis plus là-dedans. C'est-à-dire, bien sûr que je pense à la rentabilité, bien sûr que j'ai envie de faire du business, mais j'ai envie de laisser une vraie trace sur le lien entre Communique Passion et Virginie Legrand. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle donne, qu'est-ce qu'elle transmet. Et elle transmet beaucoup d'elle. Et du coup, voilà, c'est deux visions. En fait, c'est deux visions stratégiques. Et en fait, moi, je travaille tellement sur moi, tellement sur mes blessures, mes envies, mon ambition, mes freins, en permanence, depuis 10 ans. Que c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, je rayonne d'une certaine manière parce que je sais qui je suis, avec tous mes troubles, on en a tous, mais que je les transfigure. Et elle est là, ta vraie puissance, en fait. C'est clair. Un de tes combats, c'est le bien manger. Et donc, c'est ton attaché de presse qui m'expliquait que quand tu vas en entreprise pour faire des animations et des ateliers, tu essaies de montrer qu'en fait, c'est pas forcément passer une journée derrière les fourneaux qui va te faire bien manger. Bien sûr. C'est vrai qu'on a souvent cette idée en tête. Moi, la première, j'ai les pâtes au pesto faciles le soir parce que je me dis, mais j'ai pas le temps de cuisiner. Est-ce que tu fais le pesto maison déjà? Tu vois, pesto maison, ça te prend 2 minutes. Ouais. Et en fait, ça, c'est là où toi, du coup, tu vas mener un combat pour dire, justement, en fait, c'est pas long. J'aimerais trop que tu me parles de ça. La chose la plus longue, en fait, c'est d'éplucher les légumes. Oui. Voilà, je suis pas une aficionados des légumes surgelés parce que voilà, ça peut être aussi la facilité. Picard peut être notre ami de temps en temps. Mais tu vois, typiquement, faire une ratatouille, là, tu as tous les produits. Tu prends aubergines, courgettes, tomates, poivrons. Tu mets des oignons, une bonne huile d'olive, du basilic frais, excuse-moi.
pas très compliqué. Moi, je fais pas de la cuisine compliquée. En entreprise, j'ai envie de leur expliquer. Alors déjà, c'est vrai qu'en entreprise, tout ce team building-là, donc ces ateliers culinaires avec une dimension de cohésion, d'équipe, donc le collectif. Moi, tu as compris que le collectif, l'ensemble, il était très important. Et en fait, c'est de leur expliquer, en fait, la créativité en cuisine, c'est illimité. Tu peux partir dans toutes les directions. Tu peux après revisiter. Donc moi, j'explique, voilà, le pesto. Donc le pesto, d'habitude, c'est parmesan, pignon, basilic. Après, tu peux faire un pesto avec de la menthe, avec des pistaches, avec de la coriandre. Tu as juste à mixer, en fait. Et tu le mets avec un poisson. C'est très simple. Après, tu as des desserts. Je veux dire, une salade de fruits. Excuse-moi, t'as juste... Oui, là, on est en plein dans les pêches. Tu fais une salade de pêche. Oui, il faut éplucher les pêches. Mais après, tu fais un petit sirop maison. Voilà, très simple. De l'eau, du sucre, un peu de cannelle, un peu d'épices. Voilà, rien de compliqué. Et tu mets des petites feuilles de verveine. Voilà, c'est tout. Donc, en entreprise, j'aime leur expliquer la facilité, la simplicité. Je dis que ça prend du temps, mais du petit temps. Le temps qu'on est sur notre tel, le temps qu'on passe à être devant des séries Netflix, bah tu mets sur pause et tu vas faire 3 trucs en cuisine. Moi, je fais pas des gigots de 7 heures, trucs hyper techniques, des rôtis en croûte, etc., avec de la vraie pâte feuilletée. Non, je fais pas ça. Tu vois. Mais par contre, une petite poêlée avec un bon filet de poulet, des pâtes fraîches et puis des herbes fraîches. Achetez juste des herbes aromatiques fraîches, tu vois. Sur le marché ou même Fleurette, tu vois, ils font des trucs frais plutôt que des trucs secs, tu vois, du gros sec. Bon, c'est pas la même chose, tu vois. Du thym frais que tu mets dans un bouillon ou dans du lait pour faire une purée maison. Une purée maison. C'est tellement bon. Mais c'est tellement facile. Oui, il faut juste éplucher. Mais franchement, t'épluches 5 ou même une soupe maison, tu vois, pendant la période de la soupe. Donc, c'est ce que je leur explique. Le point de départ, c'est évidemment le produit. On peut faire plein de choses avec des légumes, même des trucs végés. Moi, je ne suis pas végé, mais on peut faire plein de trucs sympas végés. C'est de l'énergie. Et après, c'est une priorité. Mais ces moments-là en entreprise, pour moi, j'adore parce que c'est d'aller à l'encontre des préjugés. Moi, j'adore briser les codes et de leur expliquer. Et quand je fais des ateliers, en fait, en 2 heures, on arrive à faire entrée, plat, dessert. C'est dingue. Et quand je leur dis, on va faire ça, on n'y arrivera jamais. Bien sûr que si. Et puis on termine au bout de 2 heures, les assiettes sont prêtes. Ah ouais, parce qu'ils étaient 14, ils étaient 15, ils étaient 10. Donc moi, j'ai structuré, tu vois, en différentes équipes. Et puis en fait, on a fait une chantilly maison, on a fait une brioche perdue, on a fait un minestrone. Et les gens adorent. Et tu sais que c'est une habitude que tu peux leur inculquer. Je pense pour le coup qu'une fois que tu t'habitues à cuisiner maison et à cuisiner frais, tu peux plus revenir en arrière, c'est pas bon. Discipline, ma belle, discipline. En fait, c'est la discipline de se dire, ok, je prends le temps d'aller chercher. Là encore, le cliché, le fantasme, il faut aller avec son petit sac de course au marché, prendre tes poireaux, etc. Si tu veux, oui, mais au pire, dans les supermarchés, tu as des fruits, tu as des légumes, voilà, après tu les transformes. Tu prends des bonnes épices, je te dis des herbes aromatiques, une bonne huile d'olive. Là, on est en pleine période, tu fais des salades composées. Mais salade composée, c'est quand même facile. Et illimité. Illimité, tu pars dans toutes les directions, tu penses à mettre un petit peu de protéines, des céréales, voilà, tu mets une bonne petite huile d'olive, un petit vinaigre différenciant, c'est facile en fait, et tu manges du bon. Tu me donnes envie de cuisiner, j'adore. Non mais même tu vois, on parle de pâtes, des sauces de pâtes, là on est dans la phase des tomates. Tu fais une compotée de tomates, tu montes tes tomates, t'enlèves la peau. Après, tu mélanges, tu mets un petit zeste de citron, du basilic frais, de l'estragon frais, du thym frais, une petite échalote, un petit oignon. T'as une sauce tomate maison. Ouais, c'est tellement meilleur. Ça n'a rien à voir. Je dis, toi, aujourd'hui, tu dois plus pouvoir manger une sauce tomate en boîte, en fait. Écoute, oui, c'est compliqué. Après, ça dépend comment je l'utilise. Tu vois, ça dépend comment je la pimpe. Moi, je travaille avec Mouti, qui est quand même une belle marque de sauce tomate. J'ai une copine qui a un restaurant italien, donc on se file aussi les bons tuyaux. Mais après, moi, c'est vrai que je cuisine aussi beaucoup pour les clients. Donc, j'en profite pour cuisiner plus pour nous. Donc, du coup, c'est vrai que c'est facile aussi. Mais ouais, je suis assez obsédée par ça. Je suis assez obsédée par le fait maison. Tu vois, le pesto, moi, je le fais... ça nous prend 2 minutes. Même ma fille, elle fait un pesto maison. Enfin, tu vois, c'est tellement simple. Il faut juste avoir les produits. En fait, ça se calcule. C'est-à-dire, il faut que tu aies des choses chez toi. Tu vois, se dire, toujours avoir des herbes aromatiques, toujours avoir un peu de légumes.
Toujours avoir des petits toppings, tu vois, des pignons, des noisettes, des amandes qui peuvent pimper un truc pour avoir le croquant. En fait, c'est un réflexe, c'est une gymnastique et c'est ça que j'adore aussi expliquer, soit en entreprise, mais je fais aussi beaucoup d'ateliers de cuisine chez les gens et je cuisine le repas avec eux. Et après, je pars et soit je fais le service, soit je pars et je leur laisse les choses dans le four, les choses sont dans la casserole, les desserts sont dans le frigo et après, du coup, ils dressent et ils sont hyper contents et on a eu le moment ensemble, quoi. J'adore cuisiner avec les gens. Et oui, c'est top parce que eux, en plus, tu leur permets aussi de voir d'autres manières de faire. Bien sûr. De leur donner des revisites, voilà. Tu vois, de leur donner les variantes. Bah là, tu as fait comme ça, bah, tu pourras faire comme ça, et puis tu pourras utiliser ça, ça, ça. Et du coup, bah, je leur donne les clés, en fait. Toujours cette idée de transmission. Ça, c'est... Ouais, je pense que c'est un super cadeau à offrir, ça, justement. Ouais, ça, il y a plein de gens qui... C'est 2 heures pour soi et... Ouais, complètement. C'est très chouette. Ouais, je fais des bons cadeaux, en plus, pour des ateliers de cuisine. Et je crée le menu avec eux. Et même le menu en amont, c'est eux qui me disent, on a envie d'apprendre ça, 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 ça. Et du coup, bah, après, j'arrive. Et c'est un chouette moment parce qu'ils ouvrent une petite bouteille, on se prend un verre de vin en cuisinant, on se met une petite musique. Et puis, ils me parlent leur rapport, ils me racontent leur rapport à la cuisine. Et là encore, c'est un moment de confidence qui est hyper beau, en fait, hyper vrai. Ouais, c'est top. Ça, j'adore. Je vais te poser la dernière question du podcast. Oui. Si toi, aujourd'hui, tu pouvais parler à Virginie enfant qui va faire le tour des marchés avec son papa, qu'est-ce que tu lui dirais ? Ça me touche parce que je n'avais pas entendu cette question, je n'avais pas été jusqu'au bout. Je dirais d'aller jusqu'au bout de ses rêves et de ne pas se laisser empêcher par des ombres négatives. Merci beaucoup d'être venue dans le podcast. Merci à toi. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.